Ma femme est partie tôt, et à 22h30, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, votre femme est à l'hôtel Marriott Centro, chambre 512, viens maintenant. Je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, j'ai envoyé ce message à 37 personnes, y compris sa mère, ses amis, et surtout la femme de l'homme avec qui elle était. Ma femme est partie tôt, et à 22h30, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, votre femme est à l'hôtel Marriott Centro, chambre 512. Venez maintenant. Je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, j'ai envoyé ce message à 37 personnes, y compris sa mère, ses amis, et surtout, la femme de l'homme avec qui elle se trouvait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. J'ai envoyé ce message à 37 personnes et j'ai attendu. Parmi ces 37 personnes se trouvait la mère de Véronica, sa sœur Isabelle, mes deux frères, nos amis de 23 ans, les professeurs du studio de yoga où elle était censée donner des cours le samedi, les voisins de l'immeuble, mon associé, les parents des camarades de nos enfants à l'université. Il y avait aussi la comptable que nous partagions, la cousine avec qui Véronica parlait tous les dimanches, et surtout, j'ai envoyé ce message à Dulce, la femme d'Eduardo, car je savais déjà qui était avec ma femme dans cette chambre. J'ai appuyé sur envoyer à 22h33, j'ai posé le téléphone sur la table basse, je me suis servi 2 doigts de whisky, et je me suis assis sur mon canapé, dans mon propre salon, en regardant un match de football qui ne signifiait plus rien. Je n'allais pas à cet hôtel, je n'allais pas défoncer de porte, je n'allais pas faire une scène de feuilleton. J'allais rester exactement là où j'étais et regarder son monde s'effondrer en temps réel. Les premières réponses ont commencé à arriver 4 minutes plus tard. Alvaro, qu'est-ce que ça veut dire? Ce doit être une erreur. Appelle-moi tout de suite. Tu es ivre. Alvaro, s'il te plaît, réponds. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai augmenté le volume de la télévision, j'ai bu une autre gorgée et j'ai continué d'attendre. Car ce que personne ne comprenait encore, c'est que je n'agissais pas sur un coup de tête, je n'étais pas irrationnel, je n'étais pas devenu fou soudainement. C'était l'exact opposé. C'était le résultat de 3 semaines de planification, 3 semaines à observer, à documenter, à calculer chaque mouvement, à attendre le moment précis. Et maintenant, ce moment était arrivé. À 22h38, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des appels, des messages, des notifications WhatsApp qui explosaient les unes après les autres. Je pouvais voir les noms sur l'écran sans même toucher l'appareil, Rosa, ma sœur. Esteban, mon meilleur ami. La mère de Véronica. Isabelle, sa sœur. Dulce, Dulce encore, Dulce pour la 3e fois. J'ai imaginé ce qui se passait à cet instant précis, Dulce lisant ce message. Dulce levant les yeux vers Eduardo. Eduardo essayant de rester calme, inventant une excuse stupide. Dulce attrapant les clés de sa Mercedes, quittant sa maison en banlieue, conduisant comme une folle vers le centre-ville. 23 minutes sur l'autoroute. Si elle roulait vite, elle pourrait y être en 18. Et quelque part dans cette chambre 512, Véronica regardait son téléphone exploser aussi. Sa mère demandant où elle était, sa sœur exigeant des explications, ses amis confus. Tous ces messages arrivant en même temps, où es-tu maintenant? Qu'est-ce qu'il se passe? S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Maman pleure. À 22h42, j'ai reçu un message de Rosa, ma sœur, la seule personne au monde qui savait exactement ce que je faisais ce soir-là, c'est fait. Oui, ai-je répondu. Mon Dieu, Alvaro. Ça devait être comme ça. Je sais, mais quand même. Mon Dieu. J'ai éteint la télévision. Le silence de ma maison est devenu dense, lourd. Pendant 23 ans, ce salon avait été le centre de notre vie de famille, les matins à prendre le café avant le travail, les soirées cinéma du vendredi, les disputes sur le choix de l'université pour les enfants, les dîners de Noël avec 30 personnes serrées entre le canapé et la salle à manger. Tout cela avait pris fin il y a exactement 19 minutes, lorsque j'ai appuyé sur envoyer. Les gens penseront probablement que je suis un homme impulsif, que j'ai agi par rage aveugle, que j'ai perdu le contrôle de mes émotions, que j'ai fait quelque chose de stupide dans un moment de folie. Mais ils se trompent complètement. Je suis ingénieur civil. Je construis des ponts depuis 26 ans, je calcule les charges, je mesure la résistance, je planifie des structures qui doivent supporter 50 ans de poids et d'intempéries. Je ne fais rien sans penser aux conséquences.
Je ne signe pas un plan sans vérifier chaque détail 3 fois. Et ce n'était pas différent. Chacun de ces 37 contacts a été choisi stratégiquement. Chaque nom sur cette liste avait un but précis dans ce qui allait se passer. La mère de Véronica, pour qu'elle ressente la honte familiale. Isabelle, sa sœur, pour qu'elle perde sa plus proche confidente. Nos amis, pour qu'ils sachent la vérité avant qu'elle ne puisse inventer sa version. Les professeurs de yoga, pour détruire sa réputation à l'endroit où elle a construit son alibi. Les parents des amis de nos enfants, pour que la nouvelle les atteigne aussi. Et Dulce était différente. Dulce ne faisait pas partie du châtiment social. Dulce était la dynamite, la mèche allumée, la réaction en chaîne. Car Dulce n'allait pas rester assise à envoyer des messages. Dulce n'allait pas appeler pour exiger des explications. Dulce allait prendre sa voiture et se rendre directement à cet hôtel. Et quand Dulce arriverait à la chambre 512, tout allait exploser d'une manière que je n'aurais pas pu mieux orchestrer même si j'avais essayé. À 22h48, mon téléphone a vibré avec un appel, Véronica. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, jusqu'à ce qu'il se coupe et passe à la messagerie vocale. J'ai compté jusqu'à 20 dans ma tête. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Alvaro. Sa voix était brisée, désespérée, terrifiée. Alvaro, qu'est-ce que tu as fait? Bonsoir, Véronica, ai-je dit avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver. Rien de grave. J'ai juste partagé un message que j'ai reçu il y a un petit moment. Tu es fou? Tu sais ce que tu viens de faire? Tu as envoyé ça à ma mère, à Isabelle, à toute notre. À 37 personnes, les jeux interrompus avec précision. Oui. J'ai compté attentivement avant d'appuyer sur envoyer. Silence absolu à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration haletante, la panique à chaque inspiration. Alvaro, s'il te plaît, c'est un terrible malentendu. Chambre 512, ai-je dit lentement. Hôtel Marriott Centro. Tout de suite. Ce sont les mots exacts du message que j'ai reçu. Je n'ai rien inventé, j'ai juste transmis. Je peux expliquer tout ça. Tu n'as rien à m'expliquer, Véronica. Vraiment. Mais peut-être devrais-tu commencer à réfléchir à ce que tu vas dire à ta mère quand elle appellera, ou quelle histoire tu vas inventer pour Isabelle. Ou surtout, ce que tu vas dire à Dulce quand elle arrivera. Dulce. Sa voix a monté de 3 octaves. Tu as envoyé ça à Dulce. Bien sûr, Dulce était aussi sur ma liste. J'ai entendu un sanglot étouffé. Puis des voix en arrière-plan, une femme criant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Des pas courant dans un couloir, une porte qui claque. Je dois raccrocher, dit Véronica rapidement. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu. Prends ton temps. Je ne vais pas là-bas. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un autre mot. J'ai laissé le téléphone sur la table, je me suis appuyé sur le canapé, j'ai fermé les yeux un instant et, pour la première fois en 3 semaines, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. J'ai fixé l'écran sombre de la télévision, mon reflet flou dans la vitre. Un homme de 48 ans, des cheveux gris sur mes tempes qui n'étaient pas là avant, des rides autour de mes yeux qui sont apparus sans prévenir, 20 kg de plus que lorsque nous nous sommes mariés. Un homme ordinaire, un ingénieur qui quitte sa maison à 7 heures du matin et rentre à 18 heures du soir, qui paie ses impôts à temps, qui n'a jamais grillé un feu rouge, qui a construit des ponts pendant 26 ans sans qu'aucun ne s'effondre. C'était moi. Alvaro Mendoza, 48 ans. Marié à Véronica depuis que nous avons tous deux 25 ans. 2 enfants adultes, Martin étudiant la médecine dans une autre ville, Carolina travaillant dans une agence de publicité. Une maison payée après 18 ans d'hypothèque. Une Nissan 2019. Un compte d'épargne avec 43 000 $ pour la retraite. Une vie absolument prévisible. Et c'était exactement ce que je voulais. Je n'ai jamais été le type d'homme qui cherche les sensations fortes. Je n'ai jamais voulu d'aventure, d'adrénaline, ou quoi que ce soit qui risquerait ce que j'avais construit. Mon père était alcoolique. Ma mère travaillait 3 emplois pour nous soutenir. J'ai grandi en voyant des factures impayées et des disputes sur l'argent chaque week-end. Quand j'ai eu ma propre famille, j'ai juré que cela n'arriverait pas. La stabilité. Cela a toujours été ma religion.
Véronica et moi nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait l'éducation physique, moi l'ingénierie. Un ami commun nous a présentés à une fête de fin d'année. Je me souviens qu'elle portait une robe blanche à fleurs rouges. Je me souviens que nous avons dansé jusqu'à 4 heures du matin. Je me souviens que 3 mois plus tard, nous parlions déjà de nous marier. Elle était jolie. Elle est toujours jolie. Cheveux noirs jusqu'aux épaules. Yeux sombres. Un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Tous mes amis me disaient que j'avais de la chance et je les croyais. Nous nous sommes mariés en juin 2001. Un mariage simple dans le jardin de ses parents. 120 invités. Gâteau à 3 étages. Une valse que nous avons dansée terriblement car aucun de nous ne savait valser. Lune de miel à Canquin avec l'argent que nos familles nous ont donné. 23 ans plus tard, nous avons toujours les photos de ce jour dans le couloir d'entrée. Pendant 2 décennies, notre vie fut exactement ce que j'avais planifié, un emploi stable, un revenu prévisible, une routine confortable. Le lundi, elle donnait des cours de yoga dans un studio du centre-ville. Le mardi, je rentrais tard des réunions avec des clients. Le mercredi, nous mangions ensemble à la maison. Le jeudi, elle sortait avec ses amis. Le vendredi, nous regardions des films. Le samedi, elle avait des cours de yoga privés le matin et j'en profitais pour faire des réparations à la maison. Le dimanche était sacré, grand petit déjeuner, appel avec les enfants, courses ensemble. 22 ans à faire exactement cela et j'étais heureux, ou du moins je le pensais. Véronica était une bonne épouse, une bonne mère. Nous n'avons jamais eu de dispute sérieuse. Il n'y a jamais eu de cris, de portes qui claquent ou de menaces de divorce. Nous nous disputions pour des choses insignifiantes comme tous les couples, quel film regarder, si l'on devait peindre le salon en beige ou en gris, si Martin devait étudier en ville ou aller dans la capitale. Des choses normales. Elle cuisinait bien, tenait la maison en ordre, se souvenait des anniversaires de tout le monde, organisait les dîners de famille, s'entendait avec ma sœur Rosa, supportait les conversations interminables de ma mère sur l'église. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite, et c'est peut-être pour cela que je n'ai jamais rien soupçonné. Car lorsque vous avez une vie stable pendant 23 ans, votre cerveau s'habitue à ce que tout reste pareil. Vous devenez aveugle aux petits changements, aux signes qui devraient vous alerter, mais que vous ignorez parce qu'ils ne correspondent tout simplement pas à l'histoire que vous vous racontez sur votre propre vie. L'histoire que je me racontais était simple, j'ai un bon mariage. Ma femme m'aime. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin. Cette histoire était si solide dans ma tête que lorsque les fissures ont commencé à apparaître, je les ai simplement ignorées. Les premiers signes sont apparus il y a 6 mois. De petites choses, insignifiantes si on les regarde isolément, mais quand on les met ensemble, elles forment un modèle. Véronica a commencé à se maquiller davantage, non pas pour sortir avec moi, mais pour aller à ses cours de yoga. Elle m'a dit que c'était parce qu'elle avait commencé à enregistrer des vidéos pour les réseaux sociaux du studio, du contenu pour attirer de nouveaux étudiants. Cela avait du sens. Je n'ai rien remis en question. Elle a commencé à laisser son téléphone portable face contre terre, toujours sur la table, sur le lit, sur le comptoir de la cuisine. Avant, elle le laissait n'importe comment, maintenant toujours face contre terre. Quand je lui ai demandé, elle a ri et a dit que c'était pour ne pas être distraite par les notifications. Elle a changé le mot de passe de son téléphone. Nous partagions les mots de passe depuis des années. Je connaissais le sien, elle connaissait le mien. Cela n'avait jamais été un problème. Mais un jour, j'ai essayé d'ouvrir son téléphone pour chercher le numéro du plombier que nous y avions enregistré et cela ne fonctionnait plus. Oh oui, je l'ai changé, m'a-t-elle dit. La banque me l'a demandé pour des raisons de sécurité. Elle ne m'a pas donné le nouveau. Le samedi, ses cours de yoga privés ont commencé à durer plus longtemps. Avant, elle rentrait à 14 heures, puis 15 heures, puis 16 heures. J'ai plus de clients, expliquait-elle. L'entreprise se développe. J'étais heureux pour elle. Elle a commencé à porter un parfum différent, plus cher, plus sophistiqué. Je lui ai demandé si c'était nouveau. Isabelle me l'a donné pour mon anniversaire, a-t-elle dit. Je ne me souvenais pas l'avoir vue à la fête, mais je n'ai rien dit. Elle a commencé à refuser des sorties avec moi le week-end. Je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Je préfère rester à la maison. Mais ensuite, elle sortait avec ses amis sans problème, du moins c'est ce qu'elle disait.
La fréquence de nos rapports sexuels est passée de 2 fois par semaine à 1 fois toutes les 2 semaines, puis à 1 fois par mois. Quand nous le faisions, elle semblait être ailleurs, regardant le plafond, pensant à autre chose. Et la façon dont elle me parlait a changé. Avant, elle me demandait comment s'était passée ma journée, me racontait la sienne, nous partagions des choses. Maintenant, les conversations étaient fonctionnelles, la facture de gaz doit être payée. Ta mère a appelé. La machine à laver est tombée en panne. Nous étions des colocataires, pas des époux, mais je ne voyais toujours pas, car voir signifiait accepter que quelque chose n'allait pas. Et accepter cela signifiait que ma vie parfaite, stable et prévisible n'était pas réelle. Alors je me suis inventé des excuses pour chaque signe, elle est stressée par le travail. Elle approche des 50 ans et a des changements hormonaux. Tous les mariages traversent des étapes comme celle-ci. C'est normal après 23 ans. Je me suis menti pendant des mois jusqu'à ce qu'un après-midi le mensonge se brise. C'était un mardi de septembre, le 17 septembre. J'ai la date gravée dans ma mémoire. J'ai quitté le travail plus tôt car une réunion avait été annulée. Je suis rentré à la maison à 16 h au lieu de 18 h. La voiture de Véronica était dans l'allée. C'était étrange. Le mardi, elle avait des cours jusqu'à 19 h. J'ai ouvert la porte. La maison était silencieuse. Véronica, ai-je appelé? Rien. Je suis monté. La porte de notre chambre était fermée. J'ai entendu des voix à l'intérieur, une conversation. Elle parlait à quelqu'un au téléphone. J'étais sur le point de frapper à la porte quand j'ai entendu ce qu'elle disait. Non, il ne peut pas savoir, mon amour. Ne t'inquiète pas. Mardi prochain, je pourrai. Réserve le même hôtel, chambre avec vue. Cette fois, je me suis figé, la main en l'air, à quelques centimètres de la porte. Je t'aime aussi, a-t-elle dit. À samedi. Je suis descendu en silence. J'ai quitté la maison, suis monté dans la voiture, j'ai conduit jusqu'à un parking vide à 3 pâtés de maison et là, assis dans ma Nissan 2019, les mains tremblantes sur le volant, j'ai finalement cessé de me mentir. Ma femme me trompait. Je suis resté dans ce parking pendant 40 minutes, fixant le mur gris d'un immeuble de bureau. Pas de musique, pas de radio, juste le son de ma propre respiration. 40 minutes à essayer de traiter ce que je venais d'entendre. Je t'aime aussi. Ces 3 mots prononcés avec une douceur qu'elle n'utilisait plus avec moi. Dit à un autre homme, à quelqu'un qui n'était pas moi. J'ai pensé à retourner, à monter ces escaliers, à ouvrir la porte en grand, à exiger des explications, à crier, à pleurer, à faire une scène. Mais je ne l'ai pas fait, car quelque chose dans mon cerveau d'ingénieur s'est activé. Cette partie de moi qui calcule, qui mesure, qui n'agit pas sans toutes les données. Si j'entrais maintenant, elle allait tout nier. Elle allait dire que j'avais mal entendu, que c'était une blague avec un ami, qu'elle répétait des répliques pour une pièce de théâtre qui n'existait même pas. Elle allait inventer quelque chose et je n'avais aucune preuve de rien. J'avais seulement entendu une conversation à travers une porte fermée. Ce n'était pas suffisant. J'ai démarré la voiture, je suis retourné au travail. Je suis resté sur le parking du bureau jusqu'à 18h15. Puis je suis rentré chez moi comme si de rien n'était. Véronica était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Des pâtes au poulet, mon plat préféré. Salut, mon amour, a-t-elle dit sans lever les yeux de la poêle. Comment s'est passée ta journée? Normal, ai-je répondu. Beaucoup de réunions. C'est bien. Le dîner est presque prêt. Nous avons mangé ensemble. Nous avons parlé du temps, d'une nouvelle qu'elle a vue à la télévision, de la nécessité d'appeler le jardinier car l'herbe était trop haute. Une conversation complètement normale, comme si je n'avais pas entendu ce que j'avais entendu 3 heures plus tôt. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Véronica était une bonne actrice, très bonne. Elle pouvait s'asseoir devant moi, me sourire, me demander comment s'était passée ma journée, me servir des pâtes au poulet et agir comme si tout était parfait, tout en planifiant de voir un autre homme le samedi. Si je voulais connaître toute la vérité, je devais être un meilleur acteur qu'elle. Cette nuit-là, quand elle s'est endormie, j'ai pris son téléphone portable sur la table de chevet. J'ai essayé de le déverrouiller avec son empreinte digitale pendant qu'elle dormait. Cela n'a pas fonctionné. Elle l'avait configuré pour qu'il ne fonctionne que lorsque l'écran était actif.
J'ai essayé de deviner le mot de passe. Son anniversaire, le mien, ceux des enfants, notre date d'anniversaire de mariage. Rien. Après 5 tentatives, le téléphone s'est verrouillé. J'ai tout laissé tel quel. Je suis retourné de mon côté du lit et j'ai passé le reste de la nuit à fixer le plafond, à réfléchir. Le lendemain, j'ai commencé à observer, vraiment observer, comme si j'étudiais une étrangère. Et c'est là que j'ai réalisé que les signes avaient toujours été là. J'avais juste choisi de ne pas les voir. Les samedis, ces prétendus cours de yoga privés. J'ai commencé à prêter attention aux détails. Elle quittait la maison à 9 h du matin. Elle rentrait à 16 h. 7 h pour des cours privés. Un samedi, je lui ai demandé combien de clients elle avait vu. 4, a-t-elle dit sans hésiter. 7 h pour 4 personnes. Oui, 1 h 30 chacune et le temps de trajet entre une maison et une autre. Elle avait des réponses à tout, rapides, préparées, comme si elle avait répété. J'ai commencé à vérifier nos relevés bancaires chaque soir, après qu'elle se soit endormie, à la recherche de frais suspects, et ils étaient là, des restaurants que je ne connaissais pas. Le mardi, toujours le mardi, des montants pour 2 personnes, $60, $95. Quand je l'ai interrogée sur l'un de ses frais, elle a dit qu'elle était sortie manger avec Isabelle après ses cours. $95 pour le déjeuner? Isabelle a commandé du vin, expliquait-elle. Tu sais comment elle est. Une semaine plus tard, il y avait un autre frais. Mardi encore, un restaurant différent, $82. Tu es encore sorti avec Isabelle? Non, cette fois avec Yolanda de mon cours de yoga. Elle avait toujours une explication. Il y avait toujours quelqu'un d'autre impliqué dans son histoire, Isabelle, Yolanda, ses élèves, le studio de yoga. Mais quelque chose ne collait pas. Un soir, j'ai appelé Isabelle, la sœur de Véronica. Salut Alvaro, c'est bizarre que tu m'appelles. Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, rien de grave. Je voulais juste te demander quelque chose. Véronica m'a dit que vous aviez déjeuné ensemble mardi dernier dans ce restaurant italien du centre-ville. Silence à l'autre bout. Mardi dernier, demanda Isabelle lentement. Non, j'étais à Guadalajara toute cette semaine pour une formation professionnelle. Oh, ai-je dit en essayant de paraître décontracté. Alors je me suis trompé de date. Oui, ça doit être ça. J'ai raccroché. Je me suis assis dans le salon sombre, le téléphone toujours à la main. Véronica avait menti directement, sans hésitation. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, quelque chose qui me faisait me sentir comme un espion de pacotille dans un mauvais film. Je l'ai suivie. C'était samedi. Elle est partie à 9 h du matin, comme toujours, avec son sac de yoga sur l'épaule, un legging noir, un haut de sport, les cheveux attachés en queue de cheval. Je lui ai donné 5 minutes d'avance, puis je suis monté dans ma voiture et je l'ai suivie, en gardant 3 voitures entre nous. Elle n'est pas allée au studio de yoga. Elle a conduit vers le nord sur l'autoroute pendant 25 minutes jusqu'à un hôtel, le Hampton Inn dans la zone industrielle. Elle a garé sa voiture, est entrée dans le hall, a disparu à l'intérieur. Je suis resté sur le parking, le moteur coupé, à attendre. À 9 h 40, une autre voiture est arrivée, une BMW noire, un modèle récent. Elle s'est garée près de celle de Véronica. Un homme est sorti, la quarantaine, costume gris, bien coiffé, beau de cette manière générique qu'ont les hommes qui réussissent. Il est entré dans l'hôtel. Je suis resté là pendant 2 heures de plus, observant l'entrée, sentant quelque chose se briser dans ma poitrine. À 12 h 30, ils sont sortis ensemble. Il avait la main sur le bas de son dos. Elle riait. Il semblait à l'aise, naturel, comme s'ils avaient fait cela de nombreuses fois. Ils se sont embrassés avant de se séparer. Ce n'était pas un baiser rapide, c'était long, profond, le genre de baiser que l'on donne quand on tient vraiment à quelqu'un. Elle est montée dans sa voiture, il est monté dans la sienne. Ils sont partis dans des directions différentes et je suis resté là, assis dans ma Nissan 2019, regardant mon mariage de 23 ans être confirmé comme un mensonge. Cette nuit-là, quand Véronica est rentrée à 16 h, j'étais dans le salon en train de regarder la télévision. Mon amour, a-t-elle dit en laissant tomber son sac par terre. J'ai eu une journée épuisante, 4 cours d'affilée.
Bien que ce soit productif, ai-je répondu sans la regarder. Oui, je vais prendre une douche. Je l'ai regardé monter les escaliers. J'ai entendu la douche s'allumer et j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter tout de suite. Je n'allais pas faire de scène. Je n'allais pas lui crier dessus ou demander des explications parce que je n'avais pas encore assez d'informations. Je ne savais pas qui était cet homme. Je ne savais pas depuis combien de temps cela durait. Je ne savais pas si c'était juste une attirance physique ou si elle ressentait vraiment quelque chose pour lui. Et surtout, je ne savais pas comment me protéger de ce qui allait arriver. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprenait ces choses. Le lendemain, j'ai appelé Esteban, mon meilleur ami de l'université, un avocat spécialisé en droit de la famille, divorce, garde d'enfants, partage des biens. Nous avions été colocataires pendant 4 ans. Il était mon témoin de mariage. J'étais le parrain de sa fille. Nous dînions ensemble une fois par mois. Nous regardions le football tous les dimanches. S'il y avait quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, c'était lui. Esteban, lui ai-je dit au téléphone, j'ai besoin de te voir seul. C'est important. Bien sûr. Quand? Aujourd'hui, si tu peux. Je ne veux pas parler de ça chez moi. Il y eut une pause. Alvaro, tu vas bien? Non, ai-je répondu. Non, je ne vais pas bien. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans son bureau, un bureau au 12e étage avec vue sur le centre-ville. Des murs remplis de diplômes et de certificats, un bureau en bois sombre, 2 chaises en cuir devant. Je me suis assis, j'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté, la conversation que j'avais entendue, les frais bancaires, l'appel à Isabelle, l'hôtel, l'homme en BMW, le baiser sur le parking. Esteban m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet avec l'expression sérieuse qu'il utilise quand il travaille. Quand j'ai eu fini, il s'est appuyé sur sa chaise, a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux. « Depuis combien de temps soupçonnes-tu » a-t-il demandé. 6 mois que j'ai remarqué des changements, mais confirmé il y a 2 semaines. Et elle ne sait pas que tu sais? Non, j'agis normalement comme toujours. Bien, a-t-il dit. C'est très bien. Esteban s'est levé de sa chaise, a marché vers la fenêtre, a fixé la ville pendant une longue minute sans rien dire. Finalement, il s'est tourné vers moi. Alvaro, je vais te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre, mais j'ai besoin que tu m'écoutes en tant que ton avocat, pas en tant que ton ami. D'accord. Ne fais rien encore. Rien. Ne la confronte pas. Ne lui dis pas que tu sais. Ne fais pas de scène dramatique parce qu'au moment où elle saura que tu sais, tout va changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'en ce moment, tu as le contrôle de la situation. Elle pense qu'elle fait attention à ce que tu ne soupçonnes rien. Cela te donne un avantage. Le moment où tu la confronteras, tu perdras cet avantage. Il s'est rassis devant moi, a ouvert un tiroir de son bureau et a sorti un dossier. Nous devons tout documenter, date, lieu, heure, dépenses, messages si tu peux les obtenir, photos si possible, tout ce que tu pourras recueillir au cours des prochaines semaines. Pourquoi? Pour te protéger. Vous êtes mariés depuis 23 ans. Vous avez des biens en commun, des comptes partagés. Si cela se termine par un divorce, et cela le fera probablement, tu dois être préparé. Tu dois avoir des preuves d'infidélité. Cela peut complètement changer la façon dont tout est partagé. L'argent ne m'intéresse pas, Esteban. Tu devrais t'en soucier. Tu as une maison évaluée à 250 000 $. Tu as des économies, tu as des investissements, et s'il s'avère qu'elle a dépensé de l'argent commun pour sa liaison, c'est légalement pertinent. Il a ouvert le dossier et m'a montré plusieurs documents. Regarde, c'est une affaire que j'ai traitée l'année dernière. Un mariage de 20 ans. Le mari a découvert que sa femme le trompait. Il l'a confronté immédiatement. Il y a eu des cris, des larmes, du drame. Elle a supprimé tous ses messages. Il n'avait aucune preuve solide de rien. Au final, lors du divorce, elle a obtenu la moitié de tout et a même demandé une pension alimentaire. Et s'il avait attendu, s'il avait tout documenté avant de la confronter, cela aurait été complètement différent. L'infidélité prouvée change les choses, pas dans tous les états, mais dans de nombreux cas. Je me suis appuyé sur la chaise, assimilant tout ce qu'il me disait.
Combien de temps dois-je continuer à faire semblant? Aussi longtemps que tu en auras besoin pour te sentir en sécurité. 2 semaines, 3, 1 mois, tout ce qu'il faut pour que tu recueilles suffisamment d'informations. Et en attendant, tu dois faire d'autres choses. Quelle chose? Esteban a sorti une feuille de papier vierge et a commencé à écrire une liste. Premièrement, tu dois découvrir qui il est. Nom complet, où il travaille, s'il est marié, s'il a une famille, toutes ces informations. Pourquoi? Parce que s'il est marié, cela te donne plus d'outils. Et parce que tu as besoin de savoir avec qui est ta femme. Il pourrait être un escroc, il pourrait être quelqu'un de dangereux. Tu dois savoir. D'accord. Deuxièmement, tu dois revoir toutes tes finances. Combien dépense-t-elle? Pourquoi? Si elle a ouvert des comptes que tu ne connais pas. Si elle a contracté des prêts, si elle a caché de l'argent. Comment faire? As-tu accès à son ordinateur? Oui, nous utilisons le même ordinateur portable parfois. Bien. Vérifie-le, cherche les relevés bancaires, les emails, tout ce qui te donne des informations et prends des photos de tout. Ne télécharge rien sur ton téléphone. Utilise une clé USB. Garde-la dans un endroit où elle ne la trouvera pas. J'ai hoché la tête, prenant des notes mentales de tout. Troisièmement, parle à ta sœur Rosa. Tu dois en parler à quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'un système de soutien. Ça va être difficile, très difficile. Tu ne peux pas le faire seul. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre sache. Rosa n'est pas n'importe qui d'autre. C'est ta sœur et elle a traversé un divorce. Elle comprend. Crois-moi, tu vas en avoir besoin. J'ai soupiré. Je savais qu'il avait raison. Et quatrièmement, tu dois te préparer émotionnellement à ce que tu vas découvrir car ce sera probablement pire que ce que tu imagines. C'est toujours pire. Il m'a regardé droit dans les yeux. Alvaro, d'après mon expérience, quand quelqu'un découvre une infidélité, la première chose qu'il découvre n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a beaucoup plus de temps, plus de mensonges, plus de trahison que tu n'es prêt à gérer. Tu penses qu'elle est avec lui depuis longtemps? Je ne sais pas, mais tu dois te préparer à cette éventualité. Je suis resté silencieux, sentant le poids de tout cela devenir réel. Une dernière chose, dit Esteban, et c'est important. Tu ne peux pas agir différemment avec elle. Pas de froideur, pas de distance, pas de comportement passif-agressif. Tu dois rester le même Alvaro qu'avant. Si tu commences à agir bizarrement, elle va se douter. Et si elle se doute, elle sera plus prudente. Ou pire, elle te confrontera en premier et alors tu perdras tout ton avantage. Comment suis-je censé faire ça? Comment puis-je agir normalement quand je sais ce que? Je savais que c'était nécessaire. J'ai quitté ce bureau avec une liste de choses à faire et un poids dans l'estomac que je n'avais jamais ressenti auparavant. Cette nuit-là, j'ai appelé Rosa, ma sœur cadette, 43 ans, divorcée depuis 5 ans, sans enfant, institutrice en école primaire. La personne la plus directe et la plus honnête que je connaisse. J'ai besoin de te parler, lui ai-je dit. Quand? Maintenant. Je peux venir? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je te le dirai quand j'arriverai. 30 minutes plus tard, j'étais assis dans son salon avec une tasse de café que je n'allais pas boire, lui racontant tout. Rosa m'a écouté avec la même expression sérieuse qu'elle prend lorsqu'un de ses élèves lui raconte un problème grave. Quand j'ai fini, elle s'est levée, a marché jusqu'à sa cuisine, et est revenue avec une bouteille de whisky et 2 verres. Bois, a-t-elle dit, me versant 3 doigts. Tu vas en avoir besoin. Il est 20 heures et ta femme te trompe. Je pense que tu as droit à un verre. J'ai pris le verre. J'ai bu. Qu'est-ce que tu en penses, lui ai-je demandé. Je pense qu'Esteban a raison sur tout, surtout sur la documentation. Quand j'ai divorcé de Ricardo, je n'avais aucune preuve de rien, juste ma parole contre la sienne. C'était un désastre. Cela m'a coûté des années et 30 000 $ en avocat. Je ne savais pas que ce serait si difficile parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est embarrassant, parce que c'est douloureux. Mais oui, c'était terrible. Et si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais tout fait différemment. Elle s'est assise devant moi, tenant son propre verre. Alvaro, je vais te dire quelque chose d'encore plus difficile,
quelque chose que personne ne te dira. Mais tu dois l'entendre. Quoi? C'est inouï à quel point ça va te faire plus mal que tu ne peux l'imaginer maintenant. Il y aura des nuits où tu ne pourras pas dormir, des jours où tu ne pourras pas manger. Des moments où tu voudras lui pardonner juste pour faire cesser la douleur, mais tu ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que si quelqu'un te trahit de cette manière, avec cette naturalité, avec cette capacité à mentir en te regardant dans les yeux, cette personne ne change pas. Et si tu lui pardonnes, la seule chose que tu lui apprends, c'est qu'elle peut recommencer et que tu seras toujours là. Elle a pris une longue gorgée de son whisky. Quand Ricardo m'a trompé, je lui ai pardonné la première fois. Il a pleuré. Il a juré que ça n'arriverait plus. Il m'a dit que c'était une erreur. Mais il m'aimait et je l'ai cru parce que je voulais le croire, parce que 20 ans de mariage pèsent, parce que divorcer fait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a refait 8 mois plus tard avec une autre femme, et cette fois c'était pire, car il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait montré que je ne valais même pas sa promesse. Elle s'est essuyée les yeux rapidement, comme si elle ne voulait pas que je la voie vulnérable. Ne fais pas mon erreur, Alvaro. Ne t'accroche pas à quelque chose qui est déjà brisé juste parce que tu as peur de recommencer. J'ai 48 ans, Rosa, je ne veux pas recommencer. Personne ne le veut, mais parfois c'est la seule option digne. Je suis resté chez elle jusqu'à presque minuit à parler, à planifier. Elle m'a donné une clé USB vide. Elle m'a expliqué comment faire des captures d'écran sans laisser de traces. Elle m'a dit de vérifier les relevés bancaires des 6 derniers mois complets. Et découvre qui il est, a-t-elle dit avant que je parte. C'est la chose la plus importante, car s'il est marié, sa femme mérite de savoir aussi. Cette idée m'est restée en tête tout le long du chemin du retour. S'il était marié, il y avait une autre personne dans le monde qui vivait la même chose que moi sans le savoir, vivant un mensonge, croyant que son mariage allait bien, et peut-être que cette personne méritait aussi de connaître la vérité. Pendant les 3 semaines suivantes, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, un espion dans ma propre maison, un acteur dans mon propre mariage. Chaque matin, je me réveillais à côté de Véronica. Je l'embrassais sur le front. Comme toujours, je lui demandais quels étaient ses projets pour la journée. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, café avec toast, les mêmes conversations superficielles que toujours. Et tout le temps, à l'intérieur, je documentais, observais, mémorisais. J'ai commencé par l'ordinateur portable partagé. Une nuit, quand Véronica s'est endormie tôt, je l'ai ouvert. J'ai vérifié l'historique de navigation. Il avait été complètement effacé, pas une seule page enregistrée. C'était déjà suspect. J'ai regardé dans ses fichiers téléchargés. Rien d'inhabituel, factures, reçus, photos de famille. Puis j'ai vérifié ses emails. Elle avait 3 comptes, un personnel que je connaissais, un pour le studio de yoga, et un troisième que je n'avais jamais vu. Un compte Gmail avec un nom que je ne reconnaissais pas, veronica.lisano@gmail.com. Lisano était son nom de jeune fille. J'ai essayé de me connecter. Il demandait un mot de passe. J'ai essayé les habituels. Rien n'a fonctionné, mais maintenant je savais qu'un compte secret existait. C'était suffisant pour l'instant. J'ai vérifié les relevés bancaires des 6 derniers mois. Rosa avait raison. Il y avait un schéma clair. Chaque mardi, une dépense au restaurant entre 80 et 100 $. Toutes les 2 semaines, une dépense au Hampton Inn pour 120 $. Toujours le même hôtel. Et il y avait plus. Des achats dans des magasins de vêtements que je ne l'avais jamais vu porter. 300 $ dans une boutique du centre-ville, 200 $ dans une autre. 150 $ en lingerie. De la lingerie que je n'avais jamais vue. J'ai tout additionné. En 6 mois, elle avait dépensé environ 4200 $ en choses liées à sa liaison. Notre argent, de l'argent que je gagnais en travaillant 50 heures par semaine, utilisé pour des hôtels avec un autre homme. J'ai pris des photos de chaque relevé bancaire avec mon téléphone. Je les ai transférées sur la clé USB que Rosa m'avait donnée. J'ai gardé la clé dans ma voiture, dans la boîte à gants, où Véronica ne la trouverait jamais. La prochaine étape était de savoir qui il était. J'ai attendu le samedi suivant. Véronica est partie à 9 h du matin, comme toujours, avec son sac de yoga, avec son sourire décontracté, avec un baiser d'adieu qui ne signifiait plus rien. À cet après-midi, mon amour.
Passe une bonne journée. Je lui ai donné 10 minutes d'avance, puis je suis monté dans ma voiture et je l'ai suivi, cette fois préparé avec un appareil photo que j'avais acheté 2 jours auparavant, un petit appareil photo numérique avec un bon zoom. 200$ en espèces pour qu'il n'y ait aucune trace dans notre banque. Véronica a conduit jusqu'au même hôtel, le Hampton Inn dans la zone industrielle. Elle s'est garée, est entrée. À 9h40, la BMW noire est arrivée, la même que la fois précédente. L'homme est sorti. Cette fois, j'ai fait plus attention. Costume bleu marine, cravate, chaussures chères, une chemise blanche parfaitement repassée, des cheveux avec quelques gris, bronzés, l'allure de quelqu'un d'important. J'ai pris des photos en zoomant à fond, son visage, sa voiture, la plaque d'immatriculation. Il est entré dans l'hôtel. Je suis resté là, à attendre dans ma Nissan, le cœur battant trop vite, les mains moites. 2 heures plus tard, ils sont sortis ensemble. J'ai pris d'autres photos, eux marchant vers leur voiture, lui avec son bras autour d'elle, elle riant. Le baiser avant qu'ils ne se séparent. J'avais les photos, maintenant j'avais besoin du nom. Quand la BMW a quitté le parking, je l'ai suivi. J'ai gardé mes distances, 3 voitures entre nous. Comme dans les films, il a conduit pendant 20 minutes jusqu'à un quartier résidentiel, de grandes maisons, des pelouses impeccables, le genre de quartier où vivent les gens riches. Il s'est garé devant une maison à 2 étages, de couleur crème, de grandes fenêtres, une Mercedes argentée dans l'allée. Il est sorti de la BMW, a marché jusqu'à la porte d'entrée, a sorti ses clés, est entré. Il était marié. J'ai noté l'adresse, rue Monte, numéro 243, quartier Los Pinos. Cet après-midi-là, quand je suis rentré avant Véronica, j'ai cherché l'adresse en ligne dans les registres publics. Sur les pages de réseaux sociaux, et là, c'était Eduardo Ramirez Soto, 45 ans, propriétaire d'une agence immobilière, Ramirez Property, avec des bureaux dans 3 villes, marié à Dulce Ramirez, 2 enfants, 12 et 9 ans. Sa photo était sur le site web de son entreprise, le même visage, le même homme qui embrassait ma femme sur les parkings d'hôtels. J'ai cherché plus d'informations. Son profil Facebook était privé, mais j'ai trouvé celui de sa femme, Dulce Ramirez, 42 ans, architecte d'intérieur. Son profil était plein de photos de famille, Eduardo avec ses enfants à la plage, Eduardo et Dulce lors d'un dîner élégant, toute la famille à Disneyland. La dernière photo datait d'il y a 3 semaines, Eduardo et Dulce trinquant avec des verres de vin. La légende disait, 18 ans ensemble. Je t'aime, mon amour. 18 ans de mariage, 2 jeunes enfants, et Eduardo passait ses samedis à l'hôtel avec ma femme. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à ce moment-là, non seulement de la rage, mais aussi une sorte de triste solidarité avec cette femme que je ne connaissais pas, Dulce, qui souriait sur ses photos, qui postait des choses heureuses sur son mariage. Sans savoir que son mari lui mentait chaque semaine. Elle méritait de savoir, mais ce n'était pas encore le moment. J'ai sauvegardé toutes les informations, nom complet, adresse, numéro de téléphone de son entreprise, profil Facebook de Dulce, tout sur la clé USB. Cette nuit-là, quand Véronica est rentrée à la maison, elle a agi comme d'habitude. Quelle longue journée, a-t-elle dit en se laissant tomber sur le canapé. 4 cours d'affilée. Je suis morte. Pauvre chose, ai-je répondu. Tu veux que je commande de la nourriture? Tu n'as pas besoin de cuisiner. Tu es un amour. Oui, s'il te plaît. Une pizza, ça ira. J'ai commandé une pizza. Nous avons mangé en regardant une série sur Netflix. Elle a posé sa tête sur mon épaule. J'ai mis mon bras autour d'elle comme un couple normal, comme si de rien n'était. Et tout le temps, je pensais à Eduardo Ramirez dans sa maison du quartier de Los Pinos, à Dulce qui concevait des intérieurs sans savoir que sa propre vie était un mensonge. Le lendemain, je suis retourné au bureau d'Esteban. Je lui ai tout montré, les photos, les relevés bancaires, les informations sur Eduardo, le profil de Dulce. Esteban a examiné chaque document attentivement, prenant des notes. C'est solide, a-t-il dit finalement. Très solide. Tu as des preuves photographiques, tu as des preuves financières, tu as une identification complète de l'amant. C'est exactement ce dont tu avais besoin. Et maintenant? Maintenant, tu dois décider ce que tu veux faire, comment tu veux que cela se termine. Je veux un divorce. Es-tu sûr?
Parce qu'une fois que tu commences ce processus, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis sûr. Je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge. Je ne peux pas continuer à faire comme si tout allait bien alors que je sais qu'elle est avec un autre homme chaque semaine. Esteban hocha la tête. D'accord. Alors nous devons tout préparer. Je vais rédiger les documents de divorce. J'inclurai toutes les preuves d'infidélité. Nous demanderons un partage équitable des biens, en tenant compte de son utilisation abusive des fonds communs. Et nous ferons cela de la manière la plus propre possible. Combien de temps cela prend-il? Cela dépend. Si elle coopère, cela pourrait être relativement rapide, 6 mois. Si elle se bat, cela pourrait prendre plus d'1 an. Va-t-elle se battre? Je ne sais pas. Les gens réagissent de manière imprévisible face aux conséquences de leurs actes. Certains acceptent leurs responsabilités. D'autres deviennent combatifs. Nous devons être préparés à tous les scénarios. Je me suis appuyé sur la chaise, sentant le poids de tout cela. Esteban, il y a autre chose que je veux faire. Quoi? Je veux que Dulce sache, la femme d'Eduardo. Elle a le droit de savoir que son mari la trompe. Esteban fronça les sourcils. Alvaro, je comprends l'impulsion. Vraiment, mais impliquer des tiers peut compliquer les choses légalement, émotionnellement. Je m'en fiche. Cette femme a 2 jeunes enfants. Elle a une vie construite sur des mensonges. Si c'était moi, je voudrais que quelqu'un me le dise. Quelqu'un t'a-t-il dit? As-tu reçu ce message anonyme? Je me suis figé, traitant ces mots. Attends, tu penses que c'est Dulce qui m'a envoyé ce message? Je ne sais pas, mais réfléchis. Qui d'autre saurait exactement dans quel hôtel ils étaient? Dans quelle chambre? À quelle heure? Cela devait être quelqu'un de très proche d'Eduardo ou de Veronica, ou quelqu'un de l'hôtel. Possible, mais peu probable. Les hôtels n'envoient pas de messages anonymes sur leurs clients. J'y ai réfléchi longuement. Si c'est Dulce qui m'a envoyé ce message, cela signifie qu'elle le sait déjà. Cela signifie qu'elle soupçonne depuis un moment. Cela signifie que peut-être elle attend que je fasse quelque chose. Exactement. Alors je dois la contacter. Je ne peux pas la laisser dans l'ignorance. Esteban soupira. Si tu dois le faire, fais-le avec précaution. Ne la contacte pas directement pour l'instant. D'abord, termine de préparer ton propre dossier. Sécurise tes finances. Consulte ton comptable. Parle aux enfants si nécessaire. Et quand tout sera prêt, quand tu auras toutes tes cartes en main, alors tu pourras penser à contacter Dulce. Combien de temps me faut-il? 1 semaine de plus, 2 au maximum, pour être entièrement préparé. D'accord, 2 semaines. J'ai quitté ce bureau sachant que le compte à rebours avait commencé. 2 semaines de plus à jouer la comédie, 2 semaines de plus à faire semblant, 2 semaines de plus à embrasser une femme qui n'était plus ma femme dans aucun sens réel. Et après ces 2 semaines, tout allait exploser. Les 2 semaines suivantes furent les plus longues de ma vie. Chaque jour était comme marcher sur des tessons de verre. Chaque conversation avec Veronica était une performance parfaitement exécutée. Chaque nuit à ses côtés dans le lit était une torture silencieuse. Mais j'ai suivi les instructions d'Esteban à la lettre. J'ai parlé à mon comptable, lui ai expliqué la situation. Nous avons examiné ensemble toutes nos finances, comptes d'épargne, investissements, la valeur de la maison, tout. Il m'a donné des documents détaillés de notre situation financière sur papier, signés, certifiés. J'ai séparé mes affaires importantes, documents personnels, photos de mes enfants quand ils étaient petits, cadeaux de mon père avant qu'il ne meure. Je les ai discrètement rangés chez Rosa, une boîte à la fois, pour que Veronica ne remarque rien de manquant. J'ai parlé à Martin et Carolina, mes enfants. Je leur ai dit que je devais les voir séparément pour parler de quelque chose d'important. Martin est venu le premier, un samedi où Veronica était censée être à ses cours. Je l'ai emmené prendre le petit déjeuner dans un restaurant loin de chez nous. « Papa, qu'est-ce qu'il y a » m'a-t-il demandé avant l'arrivée du café. « Tu me fais peur. »« Ta mère et moi allons divorcer » ai-je dit brutalement. Il s'est figé, sa fourchette en l'air, me regardant comme si j'avais parlé une autre langue. « Quoi? Pourquoi? » « Parce que ta mère me trompe depuis des mois avec un autre homme. » Je l'ai regardé assimiler ces mots.
La confusion, puis le déni, puis quelque chose comme de la rage. Tu es sûr? Complètement sûr. J'ai des preuves, des photos, des documents, tout. Maman sait que tu sais? Pas encore, mais elle le saura bientôt. Martin a posé sa fourchette. Il s'est frotté le visage avec les deux mains. Je n'y crois pas maman, maman était toujours celle qui parlait de famille, de valeurs, du mariage comme quelque chose de sacré. Je sais. Et maintenant il s'avère qu'elle. Mon Dieu, papa, je suis tellement désolé. Tu n'as pas à t'excuser de quoi que ce soit. Ce n'est pas ta faute, ni celle de Carolina. C'est entre ta mère et moi. Mais cela va nous affecter tous. Oui, ça va le faire. C'est pourquoi je te le dis maintenant, pour que tu sois préparé, parce que quand ça sortira, ça va être moche. Il va y avoir du drame. Il va y avoir des gens qui prendront parti. Et j'ai besoin que tu saches que tu n'as pas à prendre parti. Tu peux aimer ta mère et être déçu d'elle en même temps. Martin a hoché la tête lentement. De quoi as-tu besoin de ma part? De rien. Juste que tu comprennes. Et que tu prennes soin de ta sœur quand elle le découvrira. Ça va être plus difficile pour elle. Quand vas-tu le dire à Carolina? Demain. La conversation avec Carolina fut pire, bien pire. Ma fille a toujours été plus proche de sa mère, plus émotive, plus sensible. À 23 ans, elle appelait encore Véronica 3 fois par semaine pour tout lui raconter. Je l'ai emmenée faire une promenade dans le parc, je lui ai acheté un café et je lui ai dit la vérité. Elle a beaucoup pleuré, pendant presque 20 minutes assise sur un banc de parc, la tête dans les mains. Ça ne peut pas être vrai, dit-elle entre deux sanglots. Maman ne ferait pas ça. Maman n'est pas comme ça. Je suis désolé, ma chérie, mais c'est vrai. Es-tu complètement sûre? Peut-être y a-t-il une explication. Carolina, je l'ai suivie. J'ai des photos d'elle avec cet homme, quittant des hôtels, s'embrassant. J'ai des relevés bancaires depuis des mois. Il n'y a pas d'autre explication. Elle s'est essuyé les yeux avec la manche de son pull. Qui est-il? Un homme d'affaires marié avec des enfants. Oh mon Dieu! Sa voix s'est brisée à nouveau. Cela va tout détruire, notre famille, tout ce que nous pensions être. Je sais, et je suis tellement désolé. J'aimerais pouvoir te protéger de ça, mais je ne peux pas. Quand vas-tu le dire à maman? Bientôt, très bientôt. Puis-je lui parler d'abord? Peut-être si je lui dis que tu sais, elle peut. Non. Je l'ai interrompu fermement. Tu ne peux rien lui dire. Ça doit se passer d'une certaine manière, pour des raisons légales, pour la protection. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Quoi, papa? Carolina, promets-moi que tu ne diras rien. Elle m'a regardé avec ses yeux que je connaissais depuis qu'elle était petite fille, effrayée, confuse, voulant réparer quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. Je promets, a-t-elle finalement murmuré. Avec mes enfants informés, avec mes finances sécurisées, avec toutes les preuves documentées, il ne restait qu'une chose à faire, décider exactement comment j'allais la confronter. Esteban m'avait donné deux options. Option 1, confrontation privée. S'asseoir avec elle, lui montrer les preuves, lui donner les papiers de divorce, garder ça entre nous jusqu'à ce que tout soit légalement traité. Option 2, exposition publique. Révéler la vérité d'une manière qui impliquerait plus de gens, en particulier Dulce, la femme d'Eduardo. L'option 1 est plus propre, m'avait dit Esteban. Moins de drame, moins de complications, plus rapide. Et l'option 2? L'option 2 est plus satisfaisante émotionnellement, mais aussi plus risquée. Cela peut se transformer en désastre. Cela peut la rendre plus combative. Cela peut prolonger le processus. Pendant des jours, j'y ai réfléchi, à ce que je voulais vraiment, à ce qui me ferait sentir qu'il y avait justice dans tout cela. Et puis ce message est arrivé, le message anonyme, votre femme est à l'hôtel Marriott Central, chambre 512, tout de suite. Il était 22h30 un mardi. Véronica était partie 2 heures plus tôt. Elle avait dit qu'elle allait dîner avec Yolanda, une collègue du studio de yoga, qu'elle serait de retour avant minuit. Et là, ce message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, où elle était, avec qui, dans quelle chambre. Quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un d'autre était impliqué dans ça,
et ce quelqu'un voulait que je le sache maintenant. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant plusieurs minutes, sentant tout ce que j'avais planifié changer en un instant. Je pouvais aller à l'hôtel, les confronter là-bas, faire une scène, mais c'était exactement ce que je ne voulais pas faire. Ou je pouvais faire quelque chose de différent, quelque chose que personne n'attendrait, quelque chose qui ferait éclater la vérité d'une manière que je ne pourrais pas réaliser seul. J'ai ouvert ma liste de contacts, j'ai commencé à sélectionner des noms, la mère de Véronica, sa sœur Isabelle, mes frères, nos amis proches, les parents des camarades de nos enfants, les professeurs de yoga, le comptable, la cousine de Véronica, et surtout Dulce Ramirez. 37 personnes au total. J'ai copié le message exactement tel que je l'avais reçu, votre femme est à l'hôtel Marriott Central, chambre 512, tout de suite. Mon doigt a hésité sur le bouton d'envoi. Une fois que j'aurais fait cela, il n'y aurait plus de retour en arrière. Tout allait exploser publiquement, socialement, d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Mais peut-être que c'était exactement comme cela devait exploser, parce que Véronica avait construit sa liaison sur des secrets, sur des mensonges, sur une image publique parfaite tout en faisant le contraire en privé. Et la seule façon de détruire cela était avec la vérité publique, la vérité atteignant toutes les personnes qu'elle avait trompées aussi, pas seulement moi. Tout le monde. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est parti à 37 personnes en même temps. J'ai laissé le téléphone sur la table, je me suis servi un whisky et j'ai attendu. Les réponses ont commencé à arriver 4 minutes plus tard, confusion, incrédulité, questions. Je n'ai répondu à aucune. À 22h38, mon téléphone a commencé à exploser d'appels. Rosa, Esteban, la mère de Véronica, Isabelle. Je n'ai pas répondu. Et puis à 22h42, j'ai reçu un message de Rosa, c'est fait. Oui. Mon Dieu. Alvaro, ça devait être comme ça. J'imaginais ce qui se passait à ce moment-là, dans la chambre 512 du Marriott Central. Véronica regardant son téléphone exploser. Des messages de sa mère, de sa sœur, de ses amis, tous posant la même question. Eduardo regardant son propre téléphone. Des messages, des appels, surtout de Dulce. Dulce montant dans sa Mercedes, conduisant vers le centre. 23 minutes s'il y avait des embouteillages, moins si elle roulait vite. La mère de Véronica appelant un taxi. Isabelle annulant ses projets. Nos amis s'envoyant des messages, essayant de comprendre ce qui se passait. Le monde social entier de Véronica s'effondrant en temps réel, et moi, ici dans mon salon, buvant du whisky, regardant un match de football qui m'était indifférent, complètement calme. Car ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas une vengeance impulsive. C'était une justice calculée, parfaitement exécutée. À 22h48, mon téléphone a sonné. Véronica. J'ai répondu. Alvaro, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était brisée, terrifiée. Rien. J'ai juste partagé un message que j'ai reçu. Tu es fou? Tu as envoyé ça à ma mère, à Isabelle, à 37 personnes. Oui. Je sais. Je l'ai envoyé. Silence. Alvaro, s'il te plaît. C'est un terrible malentendu. Chambre 512, hôtel Marriott Central. Tout de suite. Ce sont les mots exacts. Je peux expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer, Véronica, mais peut-être devrais-tu réfléchir à ce que tu vas dire à ta mère ou à Dulce. Dulce, tu as envoyé ça à Dulce. Bien sûr. J'ai entendu des voix crier en arrière-plan, des pas qui couraient. Je dois raccrocher. Ne t'inquiète pas, je n'y vais pas. J'ai raccroché et je me suis appuyé sur le canapé, ressentant pour la première fois depuis des mois quelque chose comme la paix. Les 30 minutes suivantes furent les plus étranges de ma vie. Assis dans mon propre salon en silence, tandis que mon téléphone vibrait sans arrêt sur la table. Appels entrants, messages textes, notifications WhatsApp explosant les unes après les autres. Je pouvais voir les noms s'illuminer sur l'écran mais je n'ai pas touché le téléphone. J'ai juste regardé. Rosa a appelé 6 fois. Esteban 4. La mère de Véronica 3. Isabelle 2. Des numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement des amis essayant de comprendre ce qui se passait. Et puis à 23h05,
j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, merci. Un seul mot, rien de plus. J'ai fixé ce mot pendant un long moment, essayant de comprendre qui l'avait envoyé et pourquoi. Dulce, la femme d'Eduardo. Me remerciant de l'avoir exposé, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui attendait que cela explose. Je n'ai pas répondu. J'ai juste enregistré le message. À 23h12, ma sonnette a retenti. Je me suis levé du canapé, j'ai marché jusqu'à la porte, j'ai regardé par le Judas. Rosa. J'ai ouvert. Ma sœur est entrée comme un ouragan, les yeux rouges, les cheveux ébouriffés, toujours en pyjama avec une veste par-dessus. Tu es fou? Ce furent ses premiers mots. Alvaro, qu'est-ce que tu as fait? Exactement ce que je devais faire. Tu as envoyé ce message à 37 personnes, y compris la mère de Véronica. Toute sa famille sait maintenant. Bien. Qu'il sache. Rosa s'est effondrée sur le canapé, s'est couvert le visage avec les mains. Esteban m'a appelé. Il est furieux. Il dit que cela complique tout légalement. Il dit que tu as agi sans consulter. Et alors? Je m'en fiche. Elle a levé les yeux. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Alvaro. Ce n'est pas toi. Tu ne fais pas ces choses. Tu es le calme, celui qui réfléchit. Celui qui calcule tout 3 fois avant d'agir. J'ai aussi calculé ça, pendant 3 semaines, et j'ai décidé que c'était la seule bonne façon. La seule bonne façon était de faire les choses comme Esteban te l'a dit. Confrontation privée, papier de divorce, tout propre et rangé. Ce n'était pas la justice. Rosa, c'était juste pratique, mais ce n'était pas juste. Je me suis assis devant elle. Véronica m'a trompé pendant des mois, peut-être des années. Je ne sais pas encore, mais ce que je sais, c'est qu'elle a construit toute une vie parallèle avec des mensonges, avec des secrets, pendant que je travaillais pour payer ses dîners romantiques avec un autre homme. Pendant que je dormais à côté d'elle, croyant que nous étions heureux. Ma voix s'est un peu brisée. J'ai contrôlé. Elle m'a fait passer pour un idiot à mes propres yeux et probablement aux yeux d'autres personnes qui savaient déjà, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait. Il y a toujours des rumeurs, des regards, des commentaires que l'on ne comprend que plus tard. Alors, c'est une vengeance? Non. Ce sont des conséquences. Il y a une différence. Rosa soupira. Elle s'appuya sur le canapé. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe maintenant à cet hôtel? Je pense que Véronica est confrontée à la vérité pour la première fois, devant des gens à qui elle ne peut pas mentir si facilement, sa mère, sa sœur. Peut-être Dulce. Dulce est la femme d'Eduardo? Oui. Mon Dieu, cette pauvre femme. C'est pourquoi je lui ai aussi envoyé le message, car elle méritait de savoir avant qu'un autre jour ne passe à vivre un mensonge. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, j'ai répondu, c'était Esteban. Alvaro. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Nous avions un plan. Nous avions convenu de faire cela de manière ordonnée et maintenant tu as envoyé ce message à la moitié du monde. Oui. Tu connais les complications que cela peut causer. Véronica peut arguer que tu l'as diffamée publiquement. Elle peut demander plus lors du divorce pour dommages émotionnels. Elle peut essayer. J'ai toutes les preuves. Photos, relevés bancaires, tout est documenté. Si elle veut se battre, nous pouvons nous battre. J'ai entendu Esteban prendre une profonde inspiration à l'autre bout. Alvaro, je suis ton ami et en tant que ton ami, je te le dis, je comprends pourquoi tu l'as fait. Je comprends la rage, la douleur, mais en tant que ton avocat, je te dis que cela va tout compliquer. Je sais et j'accepte. D'accord, alors maintenant nous devons nous adapter. Demain matin, première chose, tu viens à mon bureau. Nous allons préparer une stratégie pour ce qui va arriver parce que cela ne va pas se calmer tout seul. Je serai là. J'ai raccroché. Rosa me regardait avec une expression étrange. Un mélange d'inquiétude et d'autre chose, peut-être de l'admiration. Je n'étais pas sûr. Tu sais ce qui est le plus étrange dans tout ça, a-t-elle dit. Quoi? Que tu as l'air calme, plus calme que je ne t'ai vu depuis des mois. Comment est-ce possible? J'ai réfléchi à sa question un instant, car pendant 3 semaines, je portais un secret qui me tuait.
Je connaissais la vérité mais je devais faire semblant de ne pas la connaître. Je devais jouer, sourire, embrasser une femme qui me trahissait, dormir à côté d'elle chaque nuit en sachant ce qu'elle faisait chaque samedi. J'ai versé un autre whisky. Et maintenant, je n'ai plus à porter ce secret seul. Maintenant, 37 personnes le savent. Maintenant, la vérité est là, et ça me fait me sentir libre. Rosa a hoché la tête lentement. Je comprends. Elle est restée avec moi jusqu'à presque minuit à parler, parfois en silence, juste en étant là. Quand elle est partie, j'étais seul dans le salon. Véronica n'était pas rentrée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse cette nuit-là. Je suis monté dans notre chambre. Notre lit où nous avions dormi ensemble pendant 23 ans. Je me suis allongé du côté qui avait toujours été le mien. J'ai regardé le plafond et j'ai attendu que le sommeil vienne. Il n'est pas venu. Tôt le matin, vers 4 heures, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas montant les escaliers. La porte de la chambre s'est ouverte. Véronica est entrée. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Son maquillage était taché. Ses cheveux ébouriffés. Elle semblait détruite. Je me suis assis dans le lit, j'ai allumé la lampe de chevet. Nous nous sommes regardés en silence pendant plusieurs secondes. Nous devons parler, a-t-elle dit finalement, sa voix rauque. D'accord, parlons. Elle s'est assise sur le bord du lit, de son côté, regardant le mur. Depuis combien de temps sais-tu ? 3 semaines. Elle s'est tournée pour me regarder, surprise. 3 semaines et tu n'as jamais rien dit. Non. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin d'avoir des preuves. J'avais besoin de comprendre pleinement ce qui se passait avant d'agir. Elle s'est couvert le visage avec les mains. Mon Dieu, Alvaro. 3 semaines à agir normalement. 3 semaines à faire semblant. Comment as-tu pu ? L'ironie de cette question ne lui a pas échappé, car si quelqu'un avait joué la comédie pendant des mois, c'était elle. Qui t'a envoyé ce message, ai-je demandé. Celui de ce soir. Qui savait où tu étais ? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas. Je n'ai vraiment aucune idée. Dulce. Peut-être. Je ne sais pas. Eduardo dit qu'elle a des soupçons depuis des semaines. Peut-être qu'elle nous a suivis ou a engagé quelqu'un. Je ne sais pas. Elle est allée à l'hôtel ? Véronica a hoché la tête, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. Oui. Elle est arrivée 20 minutes après que les messages aient commencé à arriver. Elle est montée directement à la chambre. Eduardo a essayé de l'arrêter mais elle est juste entrée, m'a vu là et elle a su. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Rien. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé pendant ce qui a semblé une éternité et puis elle s'est tournée vers Eduardo et a dit, « Tu as jusqu'à demain pour quitter la maison. » Et elle est partie. Véronica a sangloté. Ma mère est partie aussi. Isabelle aussi. Tout le monde est parti. C'était horrible, Alvaro. C'était la chose la plus humiliante que j'ai jamais vécue. Bien. Elle m'a regardé, surprise par ma réponse. Bien. Comment peux-tu dire ça ? Parce que je vis avec l'humiliation depuis des mois. Chaque fois que tu sortais le voir, chaque fois que tu mentais sur où tu étais, chaque fois que tu dépensais notre argent pour des hôtels avec un autre homme. C'est moi qui étais humilié. Je ne le savais juste pas. Véronica est restée silencieuse. Pas d'argument, pas de défense, juste des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Depuis combien de temps es-tu avec lui ? Elle a mis du temps à répondre, comme si elle calculait si ça valait le coup de continuer à mentir. 8 mois, a-t-elle dit finalement. Ça a commencé en février. 8 mois. Plus de la moitié d'un an. Pas les 6 que j'avais documentés. 8 complets. Comment vous êtes-vous rencontrés ? À la salle de sport. Il s'entraîne là le mardi matin. Je donne des cours. Nous avons commencé à parler. Au début, juste des conversations occasionnelles, puis des cafés et puis des hôtels. Elle a hoché la tête. Tu l'aimes ? La question l'a prise par surprise. Elle a levé les yeux vers moi. Je ne sais pas. Je pensais que oui, mais maintenant.
Maintenant je ne sais plus rien. Et moi, tu m'aimes encore? Alvaro, c'est une question simple, Véronica. Oui ou non? Elle s'est essuyée les yeux, a pris une profonde inspiration. Je ne sais pas si je t'aime de la manière dont une femme est censée aimer un mari. Je pense que j'ai cessé de ressentir ça il y a des années, mais je te respecte. Je t'admire. Tu es un homme bon, un bon père. Je voulais ressentir quelque chose de différent. Quelque chose d'excitant. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas demandé le divorce avant de faire ça? Parce que j'avais peur de tout détruire, notre famille, notre vie, ce que les gens penseraient. Et je pensais que je pouvais avoir les deux choses. La stabilité avec toi et l'excitation avec lui. Je pensais pouvoir gérer ça. Mais tu n'as pas pu. Non, je n'ai pas pu. Je suis sorti du lit, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé la rue vide dehors. Demain, je vais chez Esteban pour signer les papiers de divorce, ai-je dit sans me retourner. Tu peux rester dans cette maison jusqu'à ce que nous trouvions une solution permanente, mais je vais emménager temporairement chez Rosa. Je ne peux pas continuer à vivre ici avec toi. Alvaro, attends. Nous pouvons essayer. Nous pouvons aller en thérapie. Nous ne pouvons pas. Je me suis retourné pour la regarder. Véronica, tu m'as menti pendant 8 mois. Tu m'as regardé dans les yeux tous les jours et tu as menti. Tu as utilisé notre argent pour payer des hôtels avec un autre homme. Tu m'as fait croire que nous étions heureux alors que tu construisais une vie parallèle. Il n'y a pas de thérapie qui puisse réparer ça. Les gens pardonnent l'infidélité tout le temps. Peut-être, mais je ne suis pas de ces gens-là. Et honnêtement, après ce que tu as dit il y a 1 minute, après avoir admis que tu as cessé de m'aimer il y a des années, pourquoi voudrais-tu rester? Pour la maison, pour l'argent, pour les apparences? Elle n'a pas répondu, car nous savions tous les deux que la réponse était probablement les 3. Je veux un divorce, ai-je continué. Propre, rapide. Nous allons tout diviser également, la maison, les économies, tout. Je ne vais pas me battre pour des choses matérielles. Mais je ne vais pas non plus rester dans un mariage mort. Et les enfants? Les enfants savent déjà. Je leur ai dit il y a 1 semaine. Ils sont en train de digérer. Carolina est très blessée. Martin est en colère. Mais ils finiront par aller bien. Véronica pâlit. Tu leur as dit avant que je ne le sache. J'avais besoin de les préparer à ce qui allait arriver. Alors tu as planifié tout ça? Tout? Oui, je l'ai planifié, sauf le message de ce soir. Je ne m'attendais pas à celui-là. Mais quand il est arrivé, j'ai su exactement quoi en faire. Elle secoua la tête, incrédule. Je ne te reconnais pas. L'Alvaro que je connais ne ferait jamais quelque chose comme ça. Ne serait jamais aussi cruel. L'Alvaro que tu connaissais faisait confiance à sa femme. Il croyait que son mariage était réel. Cet Alvaro est mort il y a 3 semaines quand j'ai confirmé que tu me trompais. C'est moi maintenant. Je me suis dirigé vers la porte. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Demain, je ferai mes valises. Dans 2 jours, je ne serai plus ici. Alvaro. Quoi? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je me suis arrêté dans l'embrasure sans me retourner. Moi aussi. Je suis parti, j'ai fermé la porte, je suis descendu, je me suis fait un café même s'il était presque 5 heures du matin. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu que le soleil se lève. À 7h30 du matin, mon téléphone a vibré. Un message d'Esteban. Viens à mon bureau à 10h. Apporte toute la documentation. Nous allons commencer le processus officiel. J'y serai. À 8h, un autre message est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je suis Dulce, la femme d'Eduardo. J'ai besoin de te parler. C'est important. J'ai fixé ce message pendant plusieurs minutes, décidant de répondre ou non. Finalement, j'ai écrit « D'accord, quand et où ?» Aujourd'hui à 14h. Café Genova, centre-ville. Je serai à une table au fond. J'y serai. À 9h du matin, Véronica est descendue, déjà habillée. Maquillée pour masquer les ravages de la nuit précédente. Sac à la main.
Je vais rester chez Isabelle quelques jours, a-t-elle dit. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. D'accord. Alvaro, vraiment, je suis désolé. Tu l'as déjà dit hier soir. Elle a hoché la tête, a marché jusqu'à la porte, s'est arrêtée avant de partir. Pour ce que ça vaut, Eduardo a tout arrêté hier soir. Après le départ de Dulce, il m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer, qu'il devait essayer de sauver son mariage, que cela avait été une erreur. Et comment cela te fait-il te sentir? Comme une idiote. J'ai perdu mon mariage pour quelqu'un qui, au final, m'a aussi quitté. Alors, je suppose que nous avons tous les deux payé les conséquences. Elle est partie sans un mot de plus. Je suis resté seul dans la maison, dans le silence lourd d'un foyer qui n'était plus un foyer. À 10 heures, j'étais au bureau d'Esteban. J'ai signé des papiers, examiné des documents, autorisé le début officiel du processus de divorce. Cela prendra entre 6 et 8 mois si tout se passe bien, a expliqué Esteban. Plus longtemps si elle complique les choses. Je ne pense pas qu'elle compliquera les choses. Nous avons parlé hier soir. Je pense qu'elle comprend que c'est fini. Bien, cela rend tout plus facile. À 14h10, je suis arrivé au café Genova, un petit endroit du centre-ville, table en bois, musique douce en fond sonore. Dulce était assise au fond, comme elle l'avait dit. Je l'ai reconnue immédiatement grâce à ses photos Facebook, mais en personne, elle semblait différente, plus fatiguée, plus réelle, plus brisée. Je me suis approché de sa table. Dulce. Elle a levé les yeux, a hoché la tête. Alvaro, merci d'être venu. Je me suis assis en face d'elle. Nous avons commandé des cafés. Nous avons attendu dans un silence inconfortable jusqu'à l'arrivée des tasses. Je suppose que je devrais commencer par te remercier, dit-elle finalement, d'avoir envoyé ce message. Tu n'as pas à me remercier. Si, je dois. J'avais des soupçons depuis 3 mois à voir des signes, des changements chez lui, mais je n'avais aucune preuve et il niait tout. Quand j'ai reçu ton message hier soir, j'ai enfin eu la confirmation dont j'avais besoin. C'est toi qui m'as envoyé le message original, celui que j'ai reçu en premier? Elle a hoché la tête. J'ai engagé un détective privé il y a 6 semaines. Cela m'a coûté $2000, mais cela en valait la peine. Il l'a suivi, a tout documenté, et hier soir il m'a dit qu'ils étaient à cet hôtel. Il m'a donné le numéro de chambre et j'ai pensé. J'ai pensé que tu méritais de savoir aussi. Pourquoi n'es-tu pas allé directement? Pourquoi m'impliquer? Parce que si j'y allais seul, Eduardo allait inventer une excuse. Il allait dire que c'était une réunion de travail, que j'étais folle. Mais si tu savais aussi, si plus de gens savaient, alors ils ne pourraient rien nier. Elle a pris une gorgée de son café. Je ne voulais pas te faire de mal, vraiment, mais j'avais besoin que la vérité éclate d'une manière qui ne puisse pas être cachée. Et toi, tu l'as fait parfaitement en envoyant ce message à 37 personnes. C'était brillant. Je ne sais pas si brillant est le bon mot. Pour moi, oui, parce que maintenant je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus faire comme si rien ne s'était passé. Je ne peux plus rester silencieuse pour mes enfants. La vérité est là, et cela me force à prendre des décisions que j'aurais dû prendre il y a des années. Vous allez divorcer? Oui. Ce matin, j'ai parlé à un avocat. Eduardo a déjà quitté la maison. Il vit à l'hôtel. Ironique, n'est-ce pas? Elle a souri tristement. Et qu'est-ce que tu vas faire? La même chose, divorcer. J'ai déjà commencé le processus ce matin. Nous sommes restés silencieux, 2 étrangers unis par la trahison de nos partenaires. Tu sais ce qui est le pire, dit Dulce. Ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas le mensonge. C'est de réaliser que j'ai gâché des années de ma vie à croire en quelque chose qui n'était pas réel, que pendant que je planifiais notre avenir, il vivait une double vie. Je sais exactement ce que ça fait. Elle a tendu la main sur la table. Je l'ai prise. Nous allons nous en sortir, dit-elle, tous les deux. Finalement. Oui, finalement. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit-là. 6 mois qui ont absolument tout changé. Le divorce a été prononcé en avril. Véronica n'a pas résisté. Elle a signé tout ce qu'Esteban avait préparé. La maison a été vendue.
Nous avons divisé l'argent exactement en deux, 125 000 $ pour chacun de nous. Elle a emménagé dans un petit appartement près du studio de yoga. J'ai loué un modeste appartement en centre-ville, 2 chambres, avec vue sur un parc tranquille. Les premiers mois furent difficiles, très difficiles. Il y eut des nuits où je ne pouvais pas dormir, des jours où je pouvais à peine travailler, des moments où je me demandais si j'avais fait la bonne chose. Mais Rosa était là. Martin et Carolina étaient là. Esteban était là. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai cessé de penser à Véronica toutes les heures, puis tous les jours, puis toutes les semaines. La douleur est devenue quelque chose de plus gérable. Elle n'a pas disparu, mais elle a cessé de me contrôler. J'ai recommencé à faire des choses que j'avais arrêtées. J'ai commencé à courir le matin. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai pris des cours de cuisine italienne. Le jeudi soir, j'ai appris à être seul sans me sentir seul. Carolina et moi avons reconstruit notre relation. Au début, elle était très en colère. Elle sentait que j'avais détruit la famille, mais avec le temps, elle a compris que la famille était déjà brisée. J'avais juste cessé de faire semblant. Martin a été plus direct. Il m'a dit qu'il était fier de moi, que j'avais fait la bonne chose, qu'il admirait que je ne sois pas resté dans une situation qui me rendait malheureux. Véronica et moi nous sommes vus 3 fois après le divorce. Pour signer des papiers, pour diviser les dernières choses. Des conversations courtes, polies, distantes. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en mai, au mariage de la fille d'un ami commun. Nous étions à des tables différentes. Elle était avec Isabelle, j'étais seul. Nous nous sommes salués de loin. Un hochement de tête, rien de plus. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni douleur, ni nostalgie, juste rien. Et c'est là que j'ai su que j'avais vraiment guéri. Eduardo et Dul sont également divorcés. Elle a obtenu la garde des enfants. Il a des visites un week-end sur 2. La maison du quartier Los Pinos a également été vendue. Dulce et moi sommes restés en contact. Non pas comme un couple, mais comme des amis. 2 personnes qui ont vécu la même chose et se comprennent. Nous prenons un café une fois par mois. Nous parlons de la façon dont nos vies se déroulent, de nos enfants, des hauts et des bas du processus de guérison. En juin, elle m'a dit quelque chose qui m'est resté. Tu sais ce qui est ironique? Il m'a fallu 18 ans pour réaliser qu'Eduardo n'était pas l'homme que je pensais qu'il était, et il ne m'a fallu qu'une nuit pour détruire cette illusion. Une nuit. Un message et tout a changé. C'était la meilleure nuit de ta vie? C'était la pire, mais c'était aussi le début de la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. Un jour de juillet, je me promenais dans le parc près de mon appartement. C'était un dimanche après-midi. Le temps était parfait, des familles pique-niquaient, des enfants jouaient, des couples se tenaient la main. Je me suis assis sur un banc avec un café, regardant la vie passer, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vraiment en paix. Je ne regrettais pas mon ancienne vie. Je ne regrettais pas la routine prévisible. Je ne regrettais pas de dormir à côté de quelqu'un qui me mentait. Je regrettais l'idée de ce que je pensais avoir, mais pas la réalité de ce que c'était vraiment. Mon téléphone a sonné. Un message de Martin: Papa, Carolina et moi voulons t'inviter à dîner la semaine prochaine. Juste nous 3. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait ça. J'ai souri. J'adorerais. Dis-moi quand. J'ai rangé le téléphone, j'ai fini mon café et j'ai continué à marcher. La vie après la trahison n'a pas été facile. Elle n'a pas été rapide. Elle n'a pas été sans douleur, mais elle a été honnête. Et cela valait plus que 23 ans de mensonges confortables. Les gens me demandent parfois si je regrette la façon dont j'ai géré tout cela. Si j'aurais fait les choses différemment. Et la réponse est non, car envoyer ce message à 37 personnes n'était pas de la cruauté. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la folie. C'était la justice. C'était mettre la vérité là où tout le monde pouvait la voir. C'était ôter à Véronica le pouvoir qu'elle avait sur moi par le secret. C'était lui montrer que les actions ont de réelles conséquences et c'était me libérer du fardeau de porter cette vérité seule. Était-ce dramatique? Oui. Était-ce public? Absolument. Était-ce satisfaisant?
Absolument. Car pour la première fois depuis des mois, j'avais le contrôle. Pas elle, pas son mensonge. Moi. Et ce contrôle m'a permis de clore un chapitre de ma vie d'une manière dont j'avais besoin de le clore, avec dignité, avec vérité, à mes propres conditions. J'ai appris quelque chose en ces 6 mois, quelque chose que personne ne vous dit lorsque vous êtes en pleine douleur. J'ai appris que parfois, la seule façon de guérir est de détruire complètement ce qui était brisé. Ne pas essayer de le réparer. Ne pas faire semblant que cela peut être réparé. Simplement accepter que c'est fini et construire quelque chose de nouveau à partir de zéro. J'ai appris que le pardon ne signifie pas rester. Que vous pouvez pardonner à quelqu'un et choisir de ne plus jamais être près de cette personne. J'ai appris que la stabilité sans honnêteté n'est pas de la stabilité. Ce n'est qu'une jolie prison. Et j'ai appris que je mérite mieux que d'être le deuxième choix de quelqu'un. Que je mérite d'être vraiment aimé ou d'être seul, mais plus jamais de vivre un mensonge. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Je vis seul dans un appartement du centre-ville. Je travaille sur les mêmes ponts que je construisais. Je vois mes enfants toutes les 2 semaines. Je prends un café avec Dulce une fois par mois. Je dîne avec Rosa le vendredi. Ma vie est plus simple maintenant, plus petite, moins prévisible, mais elle est la mienne, entièrement la mienne, honnête, réelle, sans secret. Et cela vaut plus que n'importe quel mariage construit sur des mensonges. Parfois, lorsque je passe devant le Marriott Centro, je pense à cette nuit-là, aux messages que j'ai reçus, aux 37 contacts que j'ai sélectionnés, au bouton d'envoi et je ne ressens aucun regret. Je ressens de la gratitude, car cette nuit-là, avec un seul message, j'ai retrouvé ma vie. La vérité n'a pas besoin d'un cri. Elle a juste besoin d'apparaître au bon moment devant les bonnes personnes et de laisser les conséquences se dérouler naturellement. Je n'ai pas détruit mon mariage cette nuit-là. J'ai juste cessé de protéger le mensonge qui le détruisait depuis des mois. Et il s'avère que cela a fait toute la différence.